Je vérifie que j'ai pas de son. C'est bon. C'est bon? Oui. On est prêt? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour aussi autant à toutes les personnes qui sont en salle qu'aux personnes qui sont en ligne. En ligne, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Malheureusement, vous ne pourrez pas poser de questions à ceux qui sont en ligne à différer. Alors, bonjour à n'importe quel moment de la journée, de la semaine. On espère que vous allez trouver ça intéressant jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont ici présents, soyez conscients que tout ça est enregistré. On le sait, là, les escaliers sont super bruyants. Vous avez le droit de partir avant la fin, mais pas. Chaque marche va témoigner de votre déplacement. C'est inévitable. Vous serez invité aussi à poser des questions si vous le souhaitez. Si vous le faites, encore une fois, soyez conscient que ça va être enregistré. On vous invite à vous nommer, dire de quelle unité vous provenez avant de poser votre question. Puis après ça, on va faire de notre mieux pour y répondre. Fait que ça fait le tour là, des consignes opérationnelles. Incidemment, aussi, ça vous prendra le micro si vous voulez poser une question. Donc, il faudra vous avancer ou il faudra faire circuler le micro pour que ça puisse être enregistré correctement. Est-ce qu'il y a des questions sur les consignes? Non, alors bon appétit aussi. Vous pourrez, si vous avez des questions vraiment courtes, ce n'est pas le principe de vous perdre tout de suite en commençant. Fait que s'il y a des questions de précision vraiment courtes, à la limite, vous pourrez nous interrompre rapidement. Mais sinon, pour les questions plus substantielles, là, vous garderez ça pour la période de questions en bonne et due forme. Je vais me présenter rapidement. Mon nom, c'est Claire Bilodeau. Je suis trésorière du syndicat. Je suis dans ma 5e année. Ça fait que oui, je connais ça un petit peu, le budget mais les états financiers. On va parler de ça aujourd'hui, mais on ne parlera pas tant des chiffres que des principes derrière. Ça, c'est important. Là. On ne vous sortira pas des millions puis des milliards. Puis, je ne dis pas qu'il y a zéro mention, là, mais là, ce que je veux faire, c'est que je veux vraiment présenter les gens qui vont vous parler parce que je me sens super privilégiée d'être accompagnée par Marie-Claude Beaulieu puis Daniel Coulombe, puis je vais vous expliquer. On a en commun 3 petites lettres à côté de nos noms. Alors, nous sommes les 3 ASC, administrateurs de sociétés certifiés. Ça veut dire qu'on a une formation en gouvernance qui est offerte par le Collège des administrateurs de sociétés ici à l'Université Laval. Fait que là, vous voyez qu'on a déjà un certain souci pour la gouvernance. Puis je vais rajouter à ces personnes-là, là, ils ont vraiment un bagage exceptionnel. C'est pour ça que je vous dis que je suis vraiment fière d'être assise à côté d'eux et de pouvoir bénéficier de leur expertise pour vous entretenir aujourd'hui. Je vais commencer par Marie-Claude Beaulieu. Marie-Claude est au département de finances, assurances et immobilier à l'Université Laval. Elle a été à la direction de son unité pendant 8 ans. Elle est présentement membre du conseil universitaire. Et elle siège au conseil d'administration de l'Autorité des marchés financiers. Et puis, comme tout bon conseil d'administration, il y a des sous-comités. Alors, elle siège aussi au comité de gouvernance et d'audit de cette instance-là. OK, ça fait déjà, puis je n'ai pas tout dit de ce que je sais. Là, donc, je pense que la table est mise pour son expertise. Ensuite, je poursuis avec Daniel Coulombe, qui est professeur associé, donc vous pouvez lire entre les lignes retraité. Il a dirigé son unité pendant 3 ans. Il a déjà longuement été comptable. Maintenant, à la retraite, il a laissé aller son titre, là, mais c'est pour dire qu'il est encore bien plus compétent que moi pour vous parler de ce que sont des budgets des états financiers. Il a été membre autant du conseil universitaire que du conseil d'administration. Et c'est un formateur. Je l'ai eu comme formateur quand j'ai fait ma propre formation là, pour aller chercher les lettres au Collège des administrateurs. Il est formateur au module 3 et module 5. Bon, module 5, c'est ce qui couronne toute notre formation. Ça s'appelle la simulation d'un CA et de ses comités. Fait que là, il sort ses talents d'acteur. Mais le module 3, c'est ce qui est encore plus pertinent pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le module 3, ça s'appelle la performance, le contrôle et l'audit. Fait que là, je vous ai présenté ce en quoi je pense qu'on est vraiment chanceux de les avoir. Puis, c'est vrai, il y a quelque chose que je voulais vous dire par rapport à Daniel. En fait, ces personnes-là ont aussi été ou sont au comité de retraite du régime de retraite des professeurs et professeurs de l'Université Laval. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a eu toute une refonte de la structure de gouvernance au niveau des comités de retraite. Puis ça, ben, un des grands artisans de toute cette refonte-là, puis c'est vraiment lié directement avec la gouvernance, ben, c'est Daniel Coulombe. Euh, Alors, on va passer, en fait, de quoi on va parler? Ben, on va parler de budget. C'est quoi, à quoi ça sert? On va y aller autant au niveau de l'université qu'au niveau de l'unité, parce que ces gens-là ont d'expérience un peu tout le long
aux deux extrémités, disons. Fait qu'on va parler de ça dans un premier temps, budget état financier, puis après ça, on va aussi parler de gouvernance aux différents étages, conseil d'administration, conseil universitaire, puis même au niveau de l'unité. Parce que je ne sais pas si vous le savez, là, mais quand vous négociez vos charges de travail, quand tout le grand projet est présenté, bien, il y a aussi l'élément budget. Puis je ne sais pas si vous avez déjà vu des états financiers de vos unités, mais en tout cas, on va essayer de regarder un peu tout ça. Alors, pour commencer, bien, je vais céder la parole à Marie-Claude qui va nous parler de budget. Alors, merci Claire, merci au SPUL, excusez-moi, d'organiser les midi-débats. Je suis très contente aujourd'hui d'être accompagnée de Claire et de Daniel pour toutes les raisons dont Claire a parlé. Et quand on s'est réunis tous les trois pour la thématique du budget et de la gouvernance, on s'est entendu pour dire que ce qui était fondamental, ce qui devait être compris et communiqué, c'était ce qu'on appelle les trois piliers de la reddition budgétaire. Et ces trois piliers-là sont les suivants. Le premier, c'est le budget, dont on va parler plus en détail. Le budget, dans le fond, c'est un outil prospectif qui sert à allouer des sommes en fonction des revenus et des dépenses d'une organisation. Et cette allocation-là représente donc les engagements qu'on a, mais c'est surtout un déploiement en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Okay? Donc, le budget, c'est un outil pour atteindre les objectifs de l'organisation. Et c'est aussi un exercice, le budget, où on fait des choix. Okay? Et ces choix-là sont relégués à l'équipe de direction qui gère l'organisation au nom de toutes les parties prenantes de l'organisation. Et donc, le premier élément dont on parle aujourd'hui, c'est du budget. C'est le premier pilier de la reddition budgétaire. Le deuxième pilier, ce sont les états financiers. Alors, les états financiers, eux, ça sert à dresser une image de la façon ex post dont les ressources ont été allouées, toujours pour l'atteinte de nos objectifs. Et ces états financiers-là, dans le fond, on aime, puis Daniel va en parler plus en profondeur, qu'ils soient certifiés, qu'ils soient souvent audités de l'extérieur. Et pourquoi c'est important? C'est qu'on veut avoir l'image la plus fidèle de finalement qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'allocation des ressources dans une organisation. Et en bout de piste, on a l'approbation des états financiers par le conseil d'administration ou en tout cas par l'instance à qui on rend des comptes. Et cette approbation-là, Daniel va en parler encore plus en profondeur, mais c'est aussi un acte à partir duquel on fait sien la répartition des ressources qui a eu lieu. Et on dit qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé et que c'était, dans le fond, une excellente façon d'atteindre nos objectifs, l'allocation des dépenses qui a été faite pendant l'année. Donc, ces trois piliers-là, le budget, les états financiers et l'approbation, ça constitue, dans le fond, toute la force d'une organisation au niveau de la reddition des comptes et de l'allocation des ressources. Alors, si on parle du budget, plus précisément, le budget, lui, je vous l'ai dit, dans le fond, c'est un outil prospectif. Donc, on se projette dans la future année budgétaire. Puis, on se dit, au meilleur de nos connaissances, étant donné, encore une fois, les objectifs qu'on a, comment est-ce qu'on va allouer les recettes qu'on va avoir et comment est-ce qu'on va faire face aux coûts que nos opérations vont engendrer. Et quand on fait un budget, on le fait comme équipe de direction ou comme directeur de département au meilleur de nos connaissances. Et c'est clair qu'il y a de l'incertitude. On ne sait pas exactement quelle recette on va avoir, puis on ne sait pas toujours exactement quelles dépenses on va avoir. Et c'est important dans ce cadre dans le cadre de gouvernance qu'il y ait un suivi budgétaire qui soit fait. Pourquoi un suivi budgétaire? Parce que finalement, au fur et à mesure que l'information devient disponible, bien, on est à même, finalement, de regarder est-ce que l'allocation qu'on avait prévue au début est celle dont on a besoin au fur et à mesure que l'information devient disponible
pour ne pas arriver en fin d'année budgétaire avec un large déficit ou un grand surplus. Okay? Dans la mesure où, dans le fond, ce qu'on veut, c'est allouer les ressources le mieux possible au bénéfice de toutes les parties prenantes de l'organisation. C'est un privilège aussi de pouvoir faire un budget. Okay? La plupart d'entre nous, quand on fait un budget pour nous, on ne sent pas que c'est un privilège. On se demande, ben, tu sais, finalement, qu'est-ce que je voudrais faire cette année avec mes ressources? Puis j'espère avoir assez d'argent pour partir en vacances, mais si je n'ai pas assez d'argent, il y a juste moi qui est imputé là-dedans. Mais quand on est à la direction d'une université ou d'une entreprise ou d'une organisation publique, le pouvoir de faire le budget, c'est un grand privilège parce que quand on décide de l'allocation des ressources, dans le fond, on fait des choix pour l'organisation. Et il ne faut pas minimiser le pouvoir et le privilège que c'est de faire un budget, mais il ne faut pas minimiser non plus les responsabilités qui viennent avec la gestion d'une grande organisation. Donc, gérer l'Université Laval, pour l'équipe de direction, c'est une grande responsabilité. Moi, je n'ai pas d'expérience là, mais c'est probablement pas si facile que ça. Mais le budget, en soi, pour la direction de l'université, c'est une façon d'exercer son pouvoir. Alors, on a déjà dit qu'il y a de l'incertitude dans les revenus et les dépenses qui sont liés au budget. Et dans le contexte de l'université, parce que c'est aussi ça qu'on veut faire aujourd'hui, on veut parler de la gouvernance, les 3 piliers de la gouvernance. C'est vrai pour n'importe quelle organisation, mais on veut contextualiser ça, Daniel, Claire et moi, pour l'Université Laval. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est pour ça que Claire disait en introduction, bien, on va parler enfin de la reddition de comptes au niveau du conseil universitaire, du conseil d'administration, de la haute administration de l'université, mais on va en parler aussi au niveau de l'unité, de la faculté, parce qu'il y a un processus budgétaire à ces niveaux-là aussi. Du point de vue de l'université, son allocution, son processus budgétaire commence en octobre et il présente en avril le budget pour l'année à venir. Mais quand ils présentent leur budget pour l'année à venir, ils n'ont pas nécessairement toute l'information sur qu'est-ce que le gouvernement va leur donner comme subvention. Ils n'ont pas toute l'information sur qu'est-ce que va être le nombre précis d'étudiants. Bon an, mal an, dans une université comme l'Université Laval, les coûts sont, en général, on parle de coûts fixes, c'est-à-dire que, tu sais, on sait qu'il va falloir déneiger les parkings, chauffer les édifices. Et il y a une grande partie des coûts qui est la masse salariale des professeurs, des professionnels, des cadres qui travaillent à l'Université Laval. Puis les crédits étudiants d'une année à l'autre, ça varie de peut-être, ça peut aller de 10 à la hausse ou à la baisse, mais règle générale, on est plus autour de 5 sauf quand les règles gouvernementales changent. Donc, cette année, on a un exemple flagrant de ça, c'est-à-dire que comme les règles d'immigration sont en train de changer, c'est pas clair l'impact que ça va avoir sur la gestion budgétaire de l'université, sur le nombre d'étudiants qui vont venir, etc. Et donc, c'est pour ça aussi que je parlais de l'importance du suivi budgétaire, encore plus cette année, compte tenu qu'il y a encore plus d'incertitudes que d'habitude. Daniel, veux-tu prendre le relais? Ça fait que ça ferait le tour pour le budget. Moi, je retiens 2 points là. Au budget, c'est prospectif. Il y a des choses qu'on ne sait pas et ça rend d'autant plus nécessaire le suivi quand l'année se déroule là, pour mettre à jour ce qu'on avait anticipé puis ajuster selon l'information qui vient disponible au fur et à mesure. Là, on va s'approcher de la fin de l'année budgétaire. On va passer la parole à Daniel pour qu'il nous parle d'état financier. Oui, bonjour à tous. Merci encore une fois pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici avec Claire et Marie-Claude. Donc, état financier maintenant. Qu'est-ce qu'un état financier? Le mot financier le dit. Un état financier, c'est un document, un rapport qui est composé de quelques tableaux et d'une série de pages de notes explicatives de détails supplémentaires qui démontrent la performance financière d'une entité et aussi sa situation financière sur une période. En général, c'est une base annuelle.
Ce document-là a quand même une longue histoire et a des qualités et des défauts. Puis, on va s'attarder un petit peu à ça, juste pour comprendre pourquoi on réfère beaucoup aux états financiers dans les organisations. Alors, c'est un document qui est généralement accepté. Bon, il faut monter loin pour voir l'historique de tout ça, là. La comptabilité est la racine profonde, même avant Jésus-Christ, là. Mais disons que pour les documents, là, ça commence un peu autour des années 1500 où un moine qui a mis par écrit la pratique des Italiens de l'époque. Et c'est là un peu qu'on a commencé à voir ces documents-là, documents financiers, la comptabilité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais c'est ceux qui ont évolué depuis, là. Mais donc, ils ont une longue histoire. Ils sont aussi normés, comme Marie-Claude le disait, on peut les certifier, ils sont normés. Normés pas par des normes internes à l'Université Laval, normés par la profession. Ces normes-là ont aussi évolué dans le temps parce que, dans le fond, on mesure les traces des opérations. Et bien entendu, les opérations ont beaucoup changé depuis les années 1500 à aujourd'hui, ce qui fait que finalement, il faut adapter les états financiers pour mesurer correctement. Puis c'est toujours une course contre les opérations qui changent, effectivement. Donc, on a des normes à suivre. Ces normes-là peuvent varier d'un type d'entreprise à l'autre. L'université, c'est un organisme à but non lucratif. Les normes sont un petit peu plus légères que si vous êtes une entité cotée. Mais si vous prenez un état financier d'une société cotée, ou d'un organisme à but non lucratif, vous allez voir les similitudes. Donc, ça se ressemble beaucoup. Puis un actif dans un et aussi un actif dans l'autre, ce sont les mêmes définitions. Mais on demande moins de détails au niveau de comptabilité pour les organismes à but non lucratif qu'on en demande pour les sociétés qui sont cotées. Donc, comme ils sont normés indépendamment de l'entité, ben, ça permet d'avoir, comme disait Marie-Claude, un œil externe, un vérificateur externe, un auditeur externe qui va venir regarder ces documents-là, faire des sondages à l'université pour pouvoir démontrer que finalement, d'abord, les états financiers respectent les normes. Deuxièmement, on a fait des tests et tout est mesuré correctement. Je n'ai pas trouvé d'erreur significative. Donc, c'est une assurance que les résultats et la situation financière, c'est fidèle. Donc, on a cette assurance-là à l'externe aussi. Donc, ce fait que comme c'est reconnu de cette façon-là, l'obligation de produire un état financier, c'est comme la base de la reddition de comptes pour les entités. Et c'est reconnu dans les documents constitutifs, les lois constitutives, que ce soit à but lucratif, sans but lucratif, gouvernement et même l'université, coopérative. Donc, toutes ces lois-là exigent la production d'un état financier annuel. C'est comme la base, essentiellement. L'université n'y échappe pas. C'est dans la charte de l'université. Et aussi, c'est dans la loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire. Donc, c'est aussi là, il y a deux places, on en demande un, mais c'est le même essentiellement, on n'en aura pas deux fois. Alors, donc, l'État est reconnu et ça mesure des choses, sauf que, bon, il y a des petits défauts, mais dans le fond, ce n'est pas nécessairement complet. On a un dicton en comptabilité qui dit ceci, je vais le dire en anglais, ça se dit bien en anglais, mais je traduirai après. On dit « Not everything that can be counted counts. And not everything that counts can be counted. » Alors, ça veut dire que quand can be counted, ça veut dire qu'on peut mesurer dans les états financiers. On mesure des choses, des fois, qui sont moindre importance pour la prise de décision. Mais il y a des choses qu'on ne mesure pas, qui ne sont pas mesurables dans les états financiers, mais qui ont de la valeur. C'est pour ça que finalement, les états financiers, c'est le minimum et souvent, on va donner plus d'informations pour compléter ce qui ne se trouve pas dans ces états financiers-là. Puis là-dessus, on peut penser notamment, bon, prenons le cas, par exemple, Marie-Claude est sur l'AMF. L'AMF, bon, gère, supervise la divulgation d'informations pour les sociétés qui sont cotées. Bien, pour les sociétés cotées, on exige beaucoup plus d'informations. On exige un rapport de gestion où on va décrire ce qui s'est passé verbalement. On exige des états financiers trimestriels. On exige des notices annuelles, des circulaires. Aussitôt qu'il se passe quelque chose de majeur dans l'organisation, il faut le publier pour ne pas donner la chance à quelqu'un d'en profiter au niveau du stock, faire de l'argent sur le dos des autres. Donc, il y a beaucoup d'informations supplémentaires. Pour les organismes à but non lucratif, on voit souvent aussi un rapport annuel. On prend l'état financier, on le met dans le rapport annuel et on décrit dans le rapport annuel tout ce qu'on a fait qualitativement durant l'année. Ça complète les états financiers. L'information supplémentaire. L'université n'y échappe pas. On a un rapport à la communauté, on le voit. Puis il y a quelques informations financières. Puis là, vous pouvez même cliquer sur le rapport PDF. Allez à l'état financier. Somme toute, l'auditeur a une responsabilité face à ce rapport-là aussi. Il doit le lire quand on met les états financiers pour s'assurer que finalement, vous ne dites pas de conneries qui ne se reflètent pas dans les états financiers. Il ne faut pas faire des choses qui n'ont pas été mesurées.
On a investi en immobilisation, puis finalement, il n'y a rien qui est investi en immobilisation dans l'état financier, ça ne marche pas. On va dire, non, tu ne peux pas dire ça, ça ne marche pas. Donc, il faut que ce soit cohérent avec les états financiers. Donc, l'université aussi fait un rapport à la communauté en supplément, puis aussi d'autres éléments comme le fameux SIFU, là, le Système d'information financière des universités. Ma compréhension, c'est que c'est la façon dont l'université dépose ses états financiers au gouvernement. Essentiellement, on fait un état financier normé et après, on bâtit ce rapport-là SIFU tel que le gouvernement le demande. Tel que le gouvernement le demande. Et puis, essentiellement, ce sont plusieurs tableaux supplémentaires. On va désagréger les états financiers et puis on va donner de l'information plus détaillée à plusieurs niveaux de dépenses. Donc, il y a une trentaine de pages à peu près de ce document-là. On a aussi un état de traitement des membres de son personnel qu'il doit remettre au gouvernement avec un rapport sur sa performance puis des rapports sur les perspectives de développement. Tout ça fait partie d'un document. Et même l'auditeur a une responsabilité sur des parties de ça. Le SIFU, l'auditeur va faire un rapport sur la conformité des chiffres qui sont là-dedans sur certaines parties du SIFU avec les états financiers. Il va dire, écoutez, oui, j'ai validé la conformité avec les états financiers. Donc, ça part des états financiers, puis c'est déposé au gouvernement. Le rapport sur le traitement, il y a l'auditeur fait un rapport aussi. J'ai validé le calcul des traitements des dirigeants conformément aux exigences du gouvernement. C'est un rapport spécifique, puis ça sert juste au gouvernement pour ça. Et tout ça est facilement accessible sur le web de l'Assemblée nationale. Donc, voilà donc en gros là, le niveau de la divulgation, la base état financier, mais de l'information supplémentaire parce qu'on a besoin de divulguer de l'information qui ne se trouve pas nécessairement dans les états financiers. Merci beaucoup, Daniel. Ce qu'on voit, c'est que les états financiers, ça ne se fait pas n'importe comment. En fait, vu qu'on est à l'université, il y a comme deux versions. C'est pas que l'information est différente, là, mais ce n'est pas présenté exactement de la même façon. J'ai devant moi, s'il y a des gens qui sont curieux avant de se sauver tantôt, j'ai un budget des états financiers, puis un SIFU de l'Université Laval. Puis c'est pas si différent que ça au syndicat, mais c'est pas la même taille de budget, là, mais il y a aussi un budget, il y a aussi des états financiers, puis un rapport annuel. On ne diverge pas tant que ça. On va poursuivre avec l'élément reddition de comptes, gouvernance. Je vous ai dit tantôt qu'on parlerait de conseil d'administration, conseil universitaire, puis aussi au niveau de l'unité. Pour commencer, je vais céder immédiatement la parole à Daniel pour qu'il nous parle des deux chambres à l'université, le fameux bicaméralisme rapidement, puis nous parler un peu de qu'est-ce qui se passe au conseil d'administration de l'Université Laval en termes de responsabilité eu égard au budget puis aux états financiers? Puis après ça, on va poursuivre avec Marie-Claude. Ouais, bicamérisme, ça m'a fait remonter un peu dans le temps à l'époque où j'ai commencé à l'université. C'est un peu là que ça s'est fait. C'était Ramzi Salami, je pense, qui était président du syndicat à l'époque, où on parlait beaucoup de modifier la gouvernance de l'université. Bon, ces deux têtes-là. Là. Le mot m'a toujours fait un petit peu sourire, là, mais. Alors, donc, il y a un conseil d'administration, il y a un conseil universitaire où on sépare essentiellement, grosso modo, les responsabilités. Ma compréhension, c'est surtout que le conseil d'administration s'occupe de l'aspect administratif, tout ce qui est ressources humaines, puis le volet éducation, recherche est géré beaucoup par le conseil universitaire. Puis bon, c'est deux conseils, mais bon, pas les mêmes tailles. Le conseil universitaire étant donné à cause des responsabilités peut-être plus grandes au niveau de l'aspect éducation et recherche, 67 personnes, je pense, qui siègent là-dessus. Donc, ça représente beaucoup plus au niveau des facultés. Il y a 25 personnes au niveau du conseil d'administration. Et on le voit dans les tâches qui sont définies, effectivement, bon, ils sont facilement accessibles dans les statuts de l'université. Ça semble beaucoup plus au niveau de la gestion administrative et du personnel au niveau du conseil d'administration. On voit que le conseil d'administration adopte les prévisions budgétaires, mais je pense que aussi le conseil universitaire doit lui aussi donner un avis sur ces prévisions budgétaires-là. Bon, là, c'est ça, ça soulève d'autres points. Qu'est-ce qu'on a comme information au niveau du CU? J'ai siégé au CU, ça fait un petit bout de temps. Il m'apparaît qu'on n'avait pas nécessairement beaucoup de détails. Il n'y a pas beaucoup d'itérations au niveau du CU sur une proposition de budget. On retourne, on arrive avec le document finalisé, boum, on le dépose là. Et voici, maintenant, vous devez donner un avis là-dessus pour l'approbation au niveau du CA. Et faire une tête sur poser des questions aux gens qui vont vous expliquer pourquoi ils ont mis tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Mais dans le fond aussi, comme disait Marie-Claude, le budget reflète aussi les orientations stratégiques de l'université.
Là, on arrive en bout de course, le budget est faible, mais comment on fait pour peut-être inclure d'autres éléments stratégiques qui n'ont pas l'air d'être là? C'est trop tard, là. Il y a un comité budgétaire, ma compréhension dans le processus, il y a un comité budgétaire qui, lui, rencontre même le conseil, le comité d'audit au niveau du conseil d'administration pour valider les hypothèses, etc. Mais je ne pense pas qu'il y ait de rencontre au niveau du CU pour faire la même chose. Ce qui fait que le CU est beaucoup plus loin de la préparation du budget pour se faire une tête, pour le recommander l'adoption au niveau du conseil d'administration. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen peut-être d'améliorer ça éventuellement, avoir peut-être participé au niveau du comité budgétaire. C'est pas évident, surtout que c'est une grosse boîte, comme ça commence au niveau des unités, ça va dans la faculté, ça va aussi au niveau universitaire. Donc, alors, en gros, oui, le conseil universitaire a un mot à dire, mais in fine, c'est le conseil d'administration qui approuve. Puis si le conseil universitaire ne veut pas recommander, qu'est-ce qui se passe, Marie-Claude? Si le conseil universitaire ne recommande pas l'approbation du budget au conseil d'administration, à ce moment-là, le budget pour être adopté doit être adopté par le 2/3 des membres du conseil d'administration. OK? Mais si le CU ne recommande pas l'adoption du budget, il n'y a rien qui empêche, à condition que le 2/3 soit d'accord au conseil d'administration pour approuver le budget, que le budget soit lui-même adopté. Donc, le rôle du CU dans ça, c'est de donner un avis sur la répartition budgétaire. La question qu'on peut se poser, c'est compte tenu que c'est le CA qui est imputable pour les réalisations budgétaires à l'université, qui doit s'assurer que les objectifs de l'université soient remplis avec l'allocation budgétaire et qui fait la reddition de comptes et le suivi budgétaire. Pourquoi, dans le fond, on a mis dans les statuts de l'université que le CU doit se pencher sur le budget? Ma réponse à ça, c'est que, dans le fond, le CU a de grandes responsabilités. La responsabilité du conseil universitaire, c'est de s'assurer que la mission d'enseignement et de recherche de l'université soit remplie. Donc, si on demande aux membres du conseil universitaire, est-ce que vous êtes à l'aise avec la répartition budgétaire qu'on propose aujourd'hui? Et j'ai vu Jean rentrer tantôt. Oui, dans le fond, Jean préside un comité du budget au SPUL. Ce comité-là, dans le fond, regarde les allocations budgétaires qui sont faites par la direction de l'université. Donc, dans la proposition de budget, entre autres, et fait un certain suivi autour de ça. Et quand on regarde, par exemple, la proportion des ressources qui est dédiée aux facultés et aux départements versus ce qui est dédié pour d'autres projets de la direction, bien, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est à l'aise avec la répartition qui est proposée? Est-ce qu'on pense qu'il vient assez d'argent au niveau du conseil universitaire pour la mission d'enseignement et de recherche de l'université? Et ça, c'est fondamental parce que si le conseil universitaire arrivait au point où il disait, nous, on n'est pas à l'aise avec la répartition budgétaire qui est proposée, même si, en disant on ne veut pas en faire la recommandation, on n'a pas vraiment de levier pour dire on arrête tout et on recommence, le CU a quand même le pouvoir d'envoyer un message fort au conseil d'administration parce que le conseil d'administration, lui, doit veiller au bien de l'université, et de toutes les parties prenantes, mais il n'a pas la mission, il a sous-contracté, si on veut, la mission de veiller au bien de la mission d'enseignement et de recherche de l'université au conseil universitaire. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle le conseil universitaire doit se pencher sur le budget. Là, Daniel soulève de très bonnes questions. Est-ce que le conseil universitaire a en main tout ce qu'il lui faut pour pouvoir poser un regard sur le budget qui lui est présenté? D'autant plus qu'au conseil universitaire, je ne sais pas pourquoi, là, mais on fait pas de reddition, on ne fait pas de suivi budgétaire, hein. Donc, on donne un avis, puis après ça, ça part ailleurs. Et donc, c'est important d'être quand même sensibilisé à cet enjeu-là. Daniel, je ne sais pas.
Non, je pense que ça peut complète pas mal pour moi. Ou peut-être que je n'écoutais pas comme il faut, ce qui serait vraiment honteux. Ah, est-ce qu'il y a une question vraiment rapide? Parce qu'on n'a pas fini la présentation encore. On voulait parler aussi de ce qui se passait au niveau de l'unité. Parce qu'on va prendre les questions, ce ne sera pas très long. Je vais ouvrir pour les questions générales. Ça va? OK. Donc, au niveau de l'unité, est-ce qu'on veut parler un peu, là, je pour dire au plancher des vaches, mais je ne suis pas obligée de trahir mes racines terriennes à ce point-là. Mais au niveau de l'unité, là, au niveau budget, gouvernance, tout ça, est-ce qu'on a. Dans le processus budgétaire, vous savez qu'une fois que le budget est adopté, les facultés reçoivent leur budget. Puis en général, je ne peux pas parler pour toutes les facultés, mais en tout cas, dans la mienne, quand j'étais directeur de département, l'allocation budgétaire entre la faculté et les départements était gérée plutôt entre les directeurs de département et la direction de la faculté. Mais il n'y a rien qui empêche une assemblée facultaire pour discuter du budget, hein. Vous savez que dans les statuts de l'université, les professeurs peuvent demander à leurs doyens, s'ils reçoivent assez de signatures, qu'une assemblée facultaire se tienne et qu'on parle de budget, de comment est-ce que c'est alloué. Parce que c'est fondamental aussi. La personne qui est déléguée pour faire la gestion budgétaire ou la direction, le doyen ou la direction de l'université, ils doivent expliquer leur choix. Puis il y a beaucoup de gens qui sont intimidés par les budgets puis qui se disent: ah, mais moi, je ne suis pas comptable, là, je ne comprends pas. C'est pas l'exercice budgétaire quand on est dans la reddition puis quand on est dans la gouvernance, c'est de se faire expliquer les choix. Et si une direction vous explique les choix puis que vous ne comprenez pas, c'est pas vous le problème. C'est un doyen, un directeur d'unité doit être capable d'expliquer les choix qui ont été faits parce que c'est sur cette base-là qu'on peut prendre une décision éclairée, à savoir, oui, le budget nous semble satisfaisant ou non, on aimerait que ce soit autre chose. Et donc, je voulais juste dire un mot au niveau facultaire parce qu'on est moins impliqué dans ça comme professeur à l'université, mais au niveau du département, la convention collective comprend des clauses. Je pourrais vous donner les numéros si ça vous intéresse. Mais quand on fait le processus de charge de travail, il faut bien comprendre que la charge de travail collective dépend aussi de l'allocation des ressources dans l'unité. Donc, normalement, le directeur de département doit nous présenter la base budgétaire qu'il a, comment il a l'intention de l'allouer dans le futur. Donc, est-ce qu'il va créer des sections de cours supplémentaires pour lesquelles il va engager des chargés de cours ou des chargés d'enseignement? Est-ce qu'il va avoir un budget pour acheter une base de données pour soutenir les cours dans des disciplines particulières ou c'est quoi? Alors, le directeur de département, encore une fois, il reçoit une allocation qui est incertaine, là, on a déjà dit ça. Mais il fait des choix aussi. Et il doit être en mesure d'expliquer les choix qu'il fait à son unité. Donc, ça, c'est une chose qui est prévue dans la convention collective, c'est qu'au niveau au moment de l'adoption des charges, on adopte aussi un budget pour l'année à venir. Et donc, on peut faire un suivi budgétaire. Parce qu'au fur et à mesure, encore une fois, que l'incertitude va se résorber, ben, on va savoir de façon plus concrète les sommes qui sont déposées, puis on va pouvoir être en mesure de voir est-ce qu'on fait vraiment les bons choix ou est-ce qu'on va envoyer l'argent ailleurs, collectivement, hein, en unité. Il y a aussi un article qui dit que le directeur de département doit présenter un bilan annuel qui fait état de toutes les dépenses encourues dans l'unité par poste budgétaire. Donc, encore là, il y a une clause, c'est un minimum. Les collègues peuvent s'entendre ensemble sur ce qu'ils veulent, mais on peut demander à ce qu'il y ait une reddition de compte au niveau départemental. C'est prévu dans la convention collective. Et encore une fois, ça ne tourne pas nécessairement autour de où est allé ton dernier dizaine, mais ce qu'on veut accomplir comme unité, c'est quoi nos objectifs? Qu'est-ce qu'on veut développer? Est-ce qu'on veut mettre plus d'emphase sur l'enseignement? Est-ce qu'on veut dégager du temps pour les profs? Est-ce qu'on veut un meilleur support administratif?
Ces choix-là, dans le fond, appartiennent à l'unité et on peut demander au directeur d'unité quels sont les choix qui ont été faits. Est-ce qu'ils sont en adéquation avec le souhait de l'unité? Donc, ça nous semblait important à Daniel, Claire et moi, quand on a discuté, de dire le message qu'on veut pour la gouvernance autour de la reddition budgétaire, on ne peut pas, nous, défendre le budget d'un directeur de département ou le budget de la direction universitaire, parce que ce ne sont pas nos choix, ce ne sont pas à nous à le défendre. Mais il faut comprendre qu'il y a des leviers en gouvernance autour de qu'est-ce qui peut être fait pour mieux comprendre les choix qui sont faits et avoir une reddition de comptes dans la transparence. On s'attend à ce que nos dirigeants fassent des choix. Si on a un dirigeant qui n'est pas capable de se décider, ce n'est pas une bonne chose. Mais il faut un dialogue dans la transparence dans lequel ces choix-là sont expliqués, compris et génèrent l'adhésion des membres de l'unité ou de la collectivité à l'Université Laval autour de la mission qui nous anime, soit au niveau départemental, facultaire ou universitaire. Merci beaucoup, Marie-Claude. Est-ce que, Daniel, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on ouvre? En fait, non, mais peut-être si on parle de suivi budgétaire, etc. On voit que finalement, il y a beaucoup de suivi qui se fait au niveau de la base des unités, facultés. On peut voir que finalement, plus on monte, peut-être qu'il y a de moins de suivi budgétaire qui se fait. On reçoit le conseil d'administration, on va recevoir les états financiers comme celui ultime. Est-ce que les membres du conseil ont quand même un suivi régulier ou quelques fois par année de l'évolution des budgets et de la réalité? Je n'ai pas souvenir de ça. Je ne sais pas, je ne crois pas que ça se... Dans les organisations, on le voit, ça. Mais à l'université ou au conseil, je n'ai pas souvenir que ça se fait. Alors, c'est une question posée. Le suivi, c'est beaucoup au bas, mais ce qui se fait en haut. Est-ce qu'au conseil universitaire, vous avez un suivi budgétaire entre la date où le budget est présenté, puis donc... Non, mais Non. je pense que la direction, ben, je ne peux pas parler pour eux, mais l'imputabilité budgétaire est au niveau du conseil d'administration. Ça, c'est clair. Ce n'est pas au niveau du conseil universitaire. Mais encore une fois, si le conseil universitaire doit donner un avis, il faut qu'il dispose, qu'il soit à l'aise et qu'il sente qu'il a à sa disposition les outils dont il a besoin pour donner un avis éclairé. Parce qu'en gouvernance, c'est ça. Quand on est sur une instance puis qu'on donne un avis, il faut qu'on se dise, est-ce que je donne un avis du bout des lèvres parce qu'il faut que j'en donne un? Est-ce que je donne un avis, mais je suis très inconfortable parce que j'ai l'impression que je ne comprends pas très bien? Ou est-ce que je donne un avis et là, je pense que j'ai toute l'information dont j'ai besoin? J'ai fait ce qu'on appelle le due diligence. Puis sur cette base-là, j'ai fait mon meilleur travail possible. C'est bon, bien, merci beaucoup. On va ouvrir. J'avais déjà des mains levées avant. Là, j'essaie de me rappeler. Puis, en fait, si possible, c'est même obligatoire. Il faut vous déplacer en avant pour atteindre le micro et vous identifier pour que ce soit enregistré et que ça passe à la postérité quand vos enfants. Mais vous pouvez passer le micro aussi. C'est tout à fait possible. Là, j'avais vu quelqu'un en arrière, j'ai vu quelqu'un vers le. OK. Puis, donc, on va commencer en avant. On le fera migrer. Puis, si vous dirigez votre question à quelqu'un en particulier, je n'ai pas le don de deviner peut-être mes acolytes, mais en tout cas pas moi. Alors, ce serait bien de préciser. Sinon, Oui, ça fonctionne. ça fonctionne très bien. Merci beaucoup pour cet exposé-là, très, très instructif et très bien monté. Je voudrais revenir sur Votre nom, votre... Yves Tremblay, Faculté de médecine. Merci. Je voudrais revenir sur le pouvoir que le CIU a face au budget, surtout en regard de la mission du CIU qui est de veiller à ce que finalement l'université donne ses cours, puis etc., etc., etc. Donner un avis, ça vaut ce que ça vaut. Si moi, je vous dis, ben, mon avis est de, ben, je peux dire, regarde, là, non, ça ne me regarde pas, puis ça ne m'intéresse pas. Il n'y aura pas avantage à ce que le CIU, puis je ne veux pas bousiller de la façon dont ça marche à l'université, là, mais il n'y aura pas avantage à ce que le CIU ait un pouvoir décisionnel, puis qu'on ait droit
à une lecture plus transparente avec le temps, au lieu de juste avoir une semaine pour regarder tout ça. Il n'y aura pas une façon de réfléchir à ça pour que finalement on soit décisionnel, dire, ben, écoutez, il n'y a pas assez d'argent pour l'enseignement, ou il y en a trop, peu importe, là, mais il y a quelque chose. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est pas le choix qui a été fait dans les statuts. On aurait même pu faire le choix de dire on ne demande pas l'avis du conseil universitaire. Mais tout ça, ça appartient, c'est au conseil universitaire à faire des propositions à l'intérieur de la structure de gouvernance qu'on a à l'Université Laval. Donc là, en ce moment, on est sur les statuts. Je ne pense pas qu'il va y avoir, en tout cas, je ne sais pas, là, j'ai pas mais il n'y a pas l'air d'avoir de volonté de faire des changements qui vont dans cette direction-là en ce moment. Il faut dire aussi que si le CU avait le pouvoir de rejeter un budget de façon définitive, ça alourdirait beaucoup la tâche de la direction. Et on ne veut pas non plus, dans une organisation, qu'elle ne puisse plus se déployer parce que, comme par exemple aux États-Unis, il y a un gel à un moment donné, puis tous les comptes sont gelés parce que le pouvoir politique ou la structure politique ne suit pas. Et il y a ce souci-là. Mais c'est clair, mais c'est clair qu'il y a une réflexion à avoir à ce niveau-là. Moi, je peux parler juste en mon nom personnel. Je trouve qu'au niveau du CU, on n'a pas beaucoup. On a un budget qui est très détaillé, qui est fait, on répond bien aux questions. Mais sur le fond, on n'a pas beaucoup d'input sur qu'est-ce qu'il devrait avoir dans le budget. Je ne sais pas, c'est peut-être une opinion personnelle, mais au lieu de bloquer le système, peut-être que ça forcerait la haute administration à faire un travail plus transparent et plus respectable. Merci. On fait migrer le micro. Et on se nomme et on dit. Oui, Maud Laberge, faculté de médecine. Merci pour la présentation, très intéressant. Je me demandais si c'est déjà arrivé que le CU recommande de ne pas approuver le budget. Puis l'autre chose, c'est juste une petite clarification. Donc, si je comprends bien, eux, ils voient le budget, mais ils ne voient pas d'état financier après. C'est juste le CA qui voit les états financiers. Donc, ils n'ont pas d'idée, même s'ils ont recommandé le budget, s'il y a des grandes divergences après dans les états financiers. C'est ça? Ça, c'est juste pour ma clarification personnelle. L'approbation des états financiers est au niveau du CA. Mais le CU, il n'y a pas de recommandation du CU pour approuver les états financiers comme le budget. Donc, il n'y a pas d'adéquation, si on veut, avec la finalité des résultats à l'état financier et le budget au niveau du CU. Ils ne sont même pas déposés au conseil universitaire, les états financiers, donc pas du tout. Je m'en rappelle. Mais je ne pense pas, honnêtement. Puis après ça, la question, c'est est-ce que ça a déjà été désapprouvé ou en tout cas, est-ce que l'avis a déjà été défavorable? Moi, ça fait pas assez longtemps que je m'intéresse au conseil universitaire pour savoir. Mon petit doigt dit que moi, ça m'étonnerait. Est-ce qu'on a un scoop? Ouais. On n'a pas été capable de voter contre. Est-ce qu'on peut. Oui, Linda Saucier, Sciences animales. On n'a pas été capable de voter contre, mais on a mis des bémols et on a posé des questions. Donc, on a soulevé un certain nombre de choses, un certain nombre d'inquiétudes, notamment dans la façon dont l'équation avait été présentée. C'était voici les revenus, voici les beaux projets, comment ils appellent, là, les grands défis ou je ne sais pas quoi, là, les grands chantiers. Puis après ça, il y avait ça s'en allait aux facultés. Bien là, on lui a dit clairement, bien là, vous nous dites là, qu'on n'est pas votre priorité. Clairement, vous l'avez écrit. Puis là, vous pouvez me dire qu'on change les chiffres de bord. Tout le monde a passé ses maths de secondaire 5. Là. Mais c'est ça le message qu'ils nous envoyaient. Puis c'est ça qu'on leur a dit. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, on vote, puis on est sous-représenté. Fait qu'il y a un paquet de monde, puis les autres groupes sont moins nombreux que nous. Fait qu'il ne peut pas y avoir de ralliement. On est comme des corpuscules avec un certain nombre de personnes. Puis les doyens et ceux qui côtoient la haute direction sont plus nombreux que nous autres, fait que ça passe. Puis ça passe.
Fait que donc, à ma connaissance, non, mais alors, oui, prochaine question. Louis Adam, Actuaria. Écoutez, j'ai de la misère des fois un peu avec les chiffres, donc je vais poser une question à Daniel et ou à Marie-Claude. Normalement, dans une compagnie à but lucratif, le conseil d'administration présente des états financiers, puis les actionnaires peuvent émettre un avis favorable ou non, puis à la limite remplacer. Autrement dit, il y a quand même une reddition de compte de la compagnie envers ceux qui possèdent la compagnie. Ma question qui est peut-être un peu banale, ici, le conseil universitaire a une mission, je crois, qui est confiée. En tout cas, il y a du financement qui vient du gouvernement du Québec par un ministère. Est-ce que des comptes à rendre au gouvernement? Est-ce que quelqu'un s'inquiète ou se demande, avez-vous fait ce que vous avez dit que vous avez fait? L'avez-vous fait correctement? Si ma question n'est pas claire, je vous la laisse parce que je comprends qu'on n'est pas un organisme à but lucratif. Ça fait peut-être que ça change la norme, mais est-ce que autrement dit, est-ce que l'université peut faire ce qu'elle veut, puis il y a de compte à rendre à personne? C'est ma première question. D'après moi, avec les documents qui sont remis au gouvernement, le fameux SIFU, où ce sont les états financiers plus détaillés encore, on a beaucoup de détails sur les étudiants, les profs, etc. Donc, ça fait partie de la reddition de compte de l'université au gouvernement. Mais c'est sûr que le gouvernement n'a pas la capacité de balancer la direction comme on peut changer les administrateurs, la direction de société cotée, là, mais Oui, non, ta question fait du sens, Louis. Le gouvernement nomme des membres du conseil d'administration. quelques membres. Ben, quelques membres, Ouais. mais quand même, ils ont ce privilège-là. Et ma compréhension est que la reddition de comptes vis-à-vis du gouvernement, parce que c'est la même chose, hein, le gouvernement gère des fonds qui sont levés de nos impôts. Et donc, ils doivent rendre des comptes. S'ils font une allocation budgétaire vers l'université, cette allocation budgétaire vient avec une reddition de compte qui est de plus en plus lourde. C'est ma compréhension, d'une part. Et d'autre part, le gouvernement demande à ce que les états financiers soient approuvés par le conseil d'administration. Donc, il y a une grande part de responsabilité du gouvernement qui est mise sur le conseil d'administration. Linda, je pense que vous voulez commenter. Non. OK, Ben, c'est oui. cette notion, autrement dit, de responsabilité puis de reddition de compte. Et puis là, à tort ou à raison, j'ai eu l'impression à certains moments que le conseil d'administration était, excusez l'anglicisme, plugué, là, ou en tout cas nommé qu'il n'y avait pas un pouvoir décisionnel qui était une machine à tamponner puis à approuver certaines choses. J'espère me tromper, mais ce que je me demande, c'est jusqu'à quel point ces membres du conseil d'administration utilisent leur intégrité, puis dans certains cas, même leur responsabilité professionnelle pour ne pas s'associer à quelque chose qui est, je dirais pas jusqu'à dire illégal, mais en tout cas certainement pas transparent ou pas correct, là. Puis, autrement dit, ce que je me demande, y a-t-il quelqu'un qui vérifie qu'il y a un pilote dans l'avion et que tout se fait correctement selon les normes et qu'en un sens, une des questions qu'on a souvent nous, dans notre domaine, c'est de dire à la fin, qui gagne, qui perd, puis est-ce que c'est équitable? Fait que si les choix ont été faits, puis qu'on comprend à l'avance qu'on ne sait peut-être pas qui va gagner et qui va perdre, mais que c'est équitable, on peut vivre avec ça. Mais quand personne ne comprend ou personne le. Je m'excuse, je prends trop de temps pour ma question, là. Mais je me rends compte que ce n'est pas transparent en termes de reddition de comptes si le conseil d'administration a vraiment un pouvoir décisionnel puis est en mesure de dire à ceux qui ont fait les budgets, de dire on n'est pas d'accord ou vous devez réviser vos devoirs. J'ai l'impression qu'on leur donne un produit fini puis ils sont là comme pour approbation. Et si je me trompe, j'aimerais que vous me le confirmiez, s'il vous plaît. En fait, de mémoire, au niveau du conseil d'administration, on parle d'administrateurs, souvent, il y en a plusieurs qui sont externes. Il y a quelques internes, mais il y a des internes aussi, des externes. Alors, ces gens-là, on reçoivent un peu comme le CU, le document final avec la recommandation du CU pour l'approbation. Donc, c'est à ce niveau-là, le niveau de détail, peuvent-ils dire on n'est pas d'accord avec X, Y, Z? Est-ce qu'ils ont la capacité de faire ce travail-là? J'en doute, là. Faut que c'est l'organisation au-dessous qui fait le travail, qui a bâti le budget. Donc, on a vu le processus. Le comité d'audit a eu une rencontre avec le comité du budget pour approuver les orientations, etc., budgétaires, les hypothèses. Donc, il y a eu un travail qui a été fait en dessous, qui supporte un peu ce document, mais bon, il reste que ce n'est pas l'entièreté du document qui est passé au crible par les administrateurs. Ça ne serait pas possible. Il faut se fier à la base, il faut qu'il se fie plus bas. Tu disais tout à l'heure que les états financiers étaient approuvés, la loi. Je n'ai pas vu qu'il y avait une obligation d'approbation ni dans la loi, ni dans la charte.
C'est dans les statuts? Non, c'est dans la reddition de compte. Ben, dans les statuts de l'université, le conseil. Le nouveau statut de l'OSP, c'est ça? Oui, puis OK. dans les anciens, c'était là aussi. Mais dans la reddition de compte de l'université vis-à-vis du ministère, ils doivent envoyer les états financiers approuvés par le conseil d'administration. Oui, Linda? La difficulté vient beaucoup du fait qu'il y a une reddition de compte de type comptable et celle qu'on envoie au gouvernement, puis j'ai le même problème avec ma chère. La reddition de compte que le service des finances fait, le MAPAC n'en veut pas. Il dit, voici ce que tu dois remplir. Donc, ça vient compliquer les choses. Puis là, on ne sait jamais, ben là, tu parles de quelle reddition de compte? Tu parles-tu de la reddition comptable ou tu parles de la reddition que le gouvernement... Fait que ça vient créer un flou déjà là. La question, c'est est-ce que l'audit externe fait sa job? Il est supposé avoir quelqu'un à l'externe qui va les valider. Est-ce qu'eux font leur job ou ils sont achetés à la solde? Bon, en tout cas. Non, ils sont indépendants. En tout cas, ça, c'est la Ouais. profession, ils sont indépendants. Ça, Et ils ont une job à faire. Puis au niveau de l'État financier, eux, ils valident que l'État est fait selon les normes. Mais tout ce que le gouvernement fait demande, comme la formule du SIFU, là, il y a tout ce détail-là. Si le gouvernement ne demande pas qu'un auditeur fasse le travail d'audit de ce SIFU-là, il n'y en aura pas. Là, tout ce qu'il fait au niveau du SIFU, l'auditeur, c'est confirmer qu'à l'agrégé, les chiffres du SIFU concordent avec ceux des états financiers. Mais tout le détail qui est là après les 30 tableaux, ils n'auditent pas. Là. Bon, je veux juste me permettre un commentaire. En fait, à un moment donné, on a eu à rencontrer, entre autres, en tout cas, des gens de l'administration. C'est en tant que membre du comité exécutif. On avait rencontré des auditeurs, on avait rencontré le président du comité d'audit, puis quelques autres personnes, mais ma mémoire n'est pas infaillible. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que moi, je ne remets aucunement en doute l'audit qui est fait. Puis ça, ça confirme que les chiffres sont là. C'est pas exempt. Je veux dire, il n'y a aucune certitude à 100 là, si vous intéressez. C'est une assurance raisonnable, ça dépend du niveau de vérification, mais ça ne m'empêche vraiment pas de dormir. Tout ce qui est là, il est légal, il est correct, il est conforme. C'est pas là où j'en ai, moi, personnellement. Après ça, c'est de se demander, c'est pas parce que quelque chose est légal, permis, mettez le mot que vous voulez selon le contexte, ça ne veut pas dire que c'est moral. Ça ne veut pas dire que c'est un choix, puis là, je ne dois pas tomber dans l'immoral, on n'ira pas chercher des squats des mœurs, c'est pas ça le point. Mais est-ce que c'est des bons choix qu'on a faits? C'est ça la question, là. Mais en termes d'audit, moi, je ne remets pas ça pas du tout en cause. Là. Je pense que c'est. Je sais, bon, ma mémoire vient de me jouer un tour. Là, je me souvenais de. C'est-tu KPMG, la firme ici? Moi, je sais pas de Grant. Raymond Chabot Grant Thornton. C'était 4 lettres, je n'avais pas les 4 bonnes. Fait que ça, vraiment, je ne remets pas ça du tout en question. Là, en fait, les états financiers, c'est comme une image, un point précis. Ben, en fait, le bilan, c'est une image, un point précis de ce qu'on a comme actif, comme passif. Puis l'état des résultats, ça dit ce qui s'est passé entre les deux images qu'on a prises. Fait que ça, je ne remets vraiment pas ça en doute. Là. En fait, l'état financier, il reflète ce qui s'est passé, les choix qui ont été pris, c'est conforme, mais l'auditeur ne va pas dire vous avez fait les mauvais choix. Là, vous aurez pu faire. C'est pas son rôle, c'est pas à lui de faire ça. Ça, les choix continuent à appartenir à l'équipe de direction. Puis l'équipe de direction, ils gèrent, puis ils sont supposés gérer pour toutes les parties prenantes. Et ils ont aussi la responsabilité de faire marcher la patente. Là. Mais c'est pas. Alors, l'idée que la reddition financière et budgétaire, puis ça, c'est un point important d'aujourd'hui, l'idée que la reddition financière et budgétaire va venir de la part des auditeurs est fausse. C'est-à-dire la qualité de la reddition est celle que va donner l'administration. Parce que c'est elle qui a le privilège de choisir et donc c'est à elle de rendre des comptes. Linda? On est quelques-uns là, du CU qui sont là ce midi. Je ne sais pas s'il y en a qui vont s'en rappeler, mais à un moment donné, on sait qu'il y a des sous qui s'en vont ailleurs là, dans les infrastructures. On n'est pas la seule université à faire ça. Quand j'étais dans le gouvernement, avant d'être prof, première chose qu'on nous apprend, c'est à jamais mal faire paraître ton ministre. C'est la première règle. Fait qu'il y a des fonctionnaires qui vérifient. Puis à un moment donné, André Darvaux a dit du bout des lèvres que là, le gouvernement commençait à se demander s'il y avait besoin des sous qui descendaient. Puis là, il y avait eu de la représentation qui avait été faite, dire non, 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 voici comment on gère, puis c'est important, puis ta.
Il y a des fonctionnaires qui ont sonné des cloches. Puis que le gouvernement dit, je vous vois. Puis là, le moratoire qu'on a là, est-ce qu'il est en lien avec ça? Peut-être pas entièrement, mais peut-être. Je pense que là, si effectivement, avec ce que Marie-Claude vient de dire, c'est une question de choix, il faudra peut-être se pencher, nous, sur comment on fait valoir nos choix. C'est quoi dans l'appareil avec lequel on a? Puis je pense qu'on sous-utilise ou qu'on utilise mal, c'est que quand il arrive un CU, 2 semaines avant, on peut demander à Mme la secrétaire générale de mettre des choses dedans, mais il faut donner les documents, puis il faut que ce soit fait là, puis qu'elle le présente. Si on essaye de le faire au CU même, ça prend les 2/3 des votes pour que ce soit accepté. Fait que là, ça dérange. Mais si on est proactif, puis qu'on prépare nos documents, puis qu'ils sont là, puis qu'ils sont à l'avance, puis qu'on y donne, puis que tout le monde est mis en CC, ça va être un peu gênant de ne pas le mettre à l'ordre du jour. Fait qu'il y a peut-être des choses où on est peut-être mal organisé pour pousser ces choses-là avec le contexte qu'on a. Marie-Claude a raison. Les statuts sont là, la charte est là. Puis de ce que j'ai entendu, la charte, on ne veut pas la changer. On arrive à bien fonctionner avec celle qu'on a, contrairement à d'autres qui ont été obligés de la changer puis qui n'aiment pas ce qui se passe. Je pense que le fait qu'on soit bicaméral, on est déjà pas mal mieux que bien d'autres universités. Mais là, il y a peut-être, nous, à s'approprier la gymnastique pour faire valoir nos choses, puis utiliser l'appareil qu'on a. Mais là, je pense qu'on arrive au CU, on a eu, la dernière fois, on avait 900 pages à lire. Je m'excuse, les collègues, là, mais il y en a là, qu'on a regardé en diagonale. Puis là, on essaie de se répartir l'ouvrage. 2, c'est le deuxième. Bon. 2 pages. En diagonale. En diagonale, oui, c'est ça. Fait que, on essaie de se séparer l'ouvrage en fonction de nos spécialités, puis dire, ben, moi, je connais bien cette faculté-là, je vais apprendre. Puis mais ce n'est pas évident, on n'est pas coordonnés, on est comme toute une gang de petits silos là, qui se pointent. Il y en a quelques-uns qui essayent de travailler ensemble avec le comité de gouvernance collégialité, mais ce n'est pas évident encore, ce n'est pas rentré dans nos mœurs. Chacun se pointe là avec son agenda. Fait qu'on a peut-être à se poser des questions sur... Mais c'était un peu le but aujourd'hui de la rencontre, de démystifier le processus budgétaire et la participation des membres de la collectivité à l'université. Tu sais, les étudiants sont représentés au CU, les chargés de cours sont représentés, les profs. Donc, dans les unités, quand on discute de budget, on peut poser des questions, on peut faire valoir des choix quand on parle avec le doyen, quand on siège au CU. Les 26 personnes qui siègent au conseil d'administration, on peut poser des questions, on doit poser des questions parce que la prérogative du budget, la direction, là, ils le font, leur budget. Si personne ne pose de questions, ils partent avec. Mais on parlait tout à l'heure que le comité du budget rencontre le comité d'audit du conseil d'administration pour valider ou présenter les hypothèses et puis les orientations. Il n'y aura pas moyen que cette information-là soit transmise à ce moment-là aussi au CU, parce que dans le fond, vous avez une opinion à donner au budget. Donc là, vous auriez en main, avant que le budget soit finalisé, les orientations, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et là, c'est peut-être là où vous pourriez peut-être agir un petit peu plus proactivement. Bien, il y a une question d'ailleurs qui a été posée sur la formation d'un comité du budget au dernier CU. Ben non, je pense que ça va aller dans ce sens-là. Donc, Louis-Philippe Sirois, donc de l'École de comptabilité, membre du nouveau comité des finances du SPUL. Donc, En fait, je vais juste rectifier pour pas qu'il y ait d'incompréhension. C'est le comité du SPUL sur les finances de l'Université Laval. J'en dirai un petit peu plus tantôt. On a déjà mentionné Jean Ruel, qui est président du comité. C'est nouveau, donc c'est ça. on travaille. Mais ça, c'est mon côté précis. Là. Donc, Louis-Philippe, je te redonne la parole. Mais justement, je pense qu'il y a une part, mais ça a été dit vers la fin là, que ça relève, je crois, du niveau universitaire, parce qu'évidemment, on a toute une responsabilité dans nos unités respectives, mais ça, laissons ça de côté pour l'instant. Ultimement, pour revenir sur les états financiers, le processus d'audit est vraiment là pour dire voici ce qui s'est produit. Et ce que je me rends compte qu'il ne se fait pas présentement, mais ça devrait parce qu'il y a une discussion au CU relativement au budget, mais cette discussion ne peut pas être faite sans revenir sur l'année antérieure. Et puis, de ce qui me semble, c'est que présentement, il n'y a pas cette reddition de compte qui est faite, certes, au niveau du conseil d'administration, et c'est tout à fait normal, c'est les responsables de gouvernance, c'est à eux de l'approuver. Mais dans le cadre de la discussion du prochain budget, c'est l'opportunité également de revenir sur... Dans le fond, le prochain budget est dicté en partie par la performance passée. Et donc, il faut revenir sur les états financiers et sur la performance qui a été.
et comment les objectifs qui avaient été véhiculés l'année d'avant ont été atteints ou non, les incertitudes qu'il y avait. Et ça va alimenter la discussion pour ce qui s'en vient l'année prochaine. Les réserves, est-ce qu'elles seront encore là? Donc, peut-être que dans le CU, il faut inculquer cette pratique de revenir, de reposer les questions, de le formaliser relativement à la performance antérieure. Cela dit, le comité, on tente d'obtenir de l'information qui va faciliter ce processus-là, parce que je dois le reconnaître, moi-même étant comptable, le rapprochement entre la réalité que sont les états financiers, à tous les égards importants, ainsi que le budget, bien, à cause des choix, des différentes normes sous-jacentes, ça devient un peu difficile de faire le parallèle de la performance. Mais une fois que ça c'est fait, bien, ça devient aussi de vraiment marteler le pourquoi. Puis là, ça devient un outil supplémentaire pour comment donc le budget devrait être monté pour la suite des choses. Donc, bon, ça prend encore quelques informations. Puis effectivement, pour reprendre le point de Daniel, peut-être que le comité du budget de l'université, j'aurais présumé qu'ils viennent faire une présentation au CU. De toute évidence, ça ne semble pas le cas, mais ça me semble évident que le CU pourrait en faire la demande et je ne vois pas pourquoi ça serait refusé. Parce qu'avant d'approuver quelque chose, il faut bien le comprendre. Je ne pense pas qu'il y ait de cacheterie. Là. Je veux dire, ils sont là pour l'expliquer. Puis une fois que c'est expliqué, après ça, on peut tous prendre une décision. Donc, ça serait le rôle de ce comité-là de venir faire une présentation là, aussi. Juste un petit commentaire là-dessus. Ayant siégé au conseil d'administration, je n'ai pas souvenir qu'il y a eu beaucoup de... On adopte les états financiers, mais on parle des états financiers. On ne fait pas le lien avec les prévisions budgétaires qui avaient eu lieu auparavant. Donc, il n'y a pas d'adéquation entre, comme tu dis, les prévisions et le résultat qui arrive en novembre. On approuve, c'est fini. Puis, il n'y a pas de lien entre les deux. Le lien se fait dans le document du budget suivant mais très peu, très peu. Il y a quelques tableaux où on voit le budget de l'année passée et les projections pour la fin d'année, parce que le budget s'arrête en avril, puis les états financiers arrivent plus tard. Mais il n'y a pas beaucoup de suivi budgétaire, d'après moi, même à haut niveau, là. Ben, il en manque. Mais ce que tu dis, exactement. Donc, il y a un meilleur lien qui soit fait avec les prévisions. Ouais. Il faut quand même dire qu'au niveau du CU, c'est André Darvaux, en ce moment, qui est le vice-recteur exécutif, qui fait la présentation du budget, qui répond aux questions, et Caroline Martel, la comptable en chef de l'université, vient aussi. Mais ça a évolué, la dynamique, là. Moi, ça fait 4 ans que je suis au conseil universitaire. Au départ, c'était le comptable qui expliquait le budget. Puis là, maintenant, c'est la direction par l'entremise du vice-recteur exécutif. Donc, il y a une compréhension, puis il y a une mouvance qui, je pense, va dans la bonne direction. Mais c'est sûr que cet exercice-là de comparer ce qu'on nous a proposé au budget l'année d'avant avec ce qui s'est en fait passé et comment ça influence les choix qu'on fait cette année, il est assez anémique pour le moment. Oui. Oui. Ah, on est dans l'Assemblée délibérante. OK, Stéphane non. Chrétien, département de finances, assurances et immobilier. Je veux rebondir aussi là-dessus parce que moi, j'ai été un peu impliqué quand j'étais sur le comité d'appui sur la rémunération pour la dernière négociation. Puis on a scruté les budgets. Puis ce qu'on remarquait, c'était similaire aussi. Les budgets arrivent à zéro, la loi leur demande, mais il semblait y avoir systématiquement des revenus sous-évalués puis des dépenses surévaluées de façon à ce que dans les résultats, à ce moment-là, il y avait des excédents importants. Et donc, au niveau du budget, ici, il ne semblait pas y avoir d'écart. Les dépenses et les revenus matchaient. Et c'est en cours d'année, finalement, ça se dégageait ces excédents-là. Et là, ça donnait la latitude un peu à la direction de faire l'allocation. Du moins, c'est ce que ça donnait l'impression. Je n'ai pas fait une étude approfondie, là, mais juste en regardant quelques années à ce moment-là. Et donc, nécessairement, il ne semble pas y avoir cette adéquation-là où on voit ce qui vient de se réaliser. Là, pourquoi on recommence avec le budget de l'année d'avant alors ce qui a été réalisé, c'est très loin. Donc, je pense que ça peut être une clé d'essayer de ramener les budgets vers quelque chose de plus réaliste. Il nous disait qu'il faisait d'une certaine façon, qui étaient prudents dans leur choix budgétaire parce qu'ils ne voulaient pas, et ça se comprend aussi, qu'ils veulent être prudents. Là, donc,
peut-être surestimer un peu les dépenses puis sous-estimer, mais ça créait tellement d'excédents que je ne sais pas jusqu'à quel point on a besoin d'autant de prudence. Je voudrais juste rajouter là-dessus un point que j'ai oublié de dire tantôt. C'est quand on va au niveau départemental ou facultaire, les déficits se transmettent d'une année à l'autre, mais les surplus disparaissent. Donc, dans les unités et dans les facultés, il n'y a pas beaucoup d'incitation à avoir un surplus départemental ou facultaire parce que ces sommes-là disparaissent, sont ramenées en haut de l'université, alors que les déficits, eux, durent. Donc, oui, c'est ça. Et au niveau des facultés, ils ont la possibilité, s'ils ont des projets spécifiques, de les voir financés pour l'année suivante à partir de leur surplus. Donc, mais au niveau des unités, ça n'existe pas, ça. Donc, à la fin de l'année, s'il te reste de l'argent dans ton unité, ben, elle s'en va soit pour les projets facultaires ou pour les projets universitaires. Mais c'est une particularité d'ici à l'université avec laquelle il faut quand même il faut en avoir connaissance parce qu'on peut penser, bien, on va ramasser un pot pour un projet particulier dans un département. Bien, c'est pas comme ça que ça marche. Si je me permets, je ne veux pas reprendre encore une fois Louis-Philippe Sirois, juste un point de précision sur ce point-là, entre l'adéquation entre les budgets et les états financiers. Pour ce qui est des revenus, le mapping est un pour un. Donc, ça, c'est facile en termes des règles sous-jacentes. Et effectivement, la tendance est qu'il semble avoir une sous-estimation, donc un excès de prudence à la rigueur, quoique on va peut-être être content de cette prudence-là pour l'année à venir. Pour les dépenses, par contre, ce n'est pas aussi simple, malheureusement, à cause que les règles sont carrément différentes. Alors, en ce sens-là, oui, à la face, il semble être sous-estimer les dépenses réelles, mais ce n'est pas le cas exactement, à cause que les règles comptables des états financiers ne sont pas les mêmes que celles qui sont retenues pour les budgets. Donc, il faut faire très attention avant de dire cela. Et c'est là, ça fait partie des informations qu'on a demandées pour pouvoir nous permettre de faire cette adéquation-là. Donc, ça se pourrait, je ne dis pas qu'il n'y a pas cette différence-là, mais elle n'est pas de l'ampleur qu'on peut penser à cause des règles. Il faut faire attention. Bon, écoutez, je vais essayer d'être bref, ça va être une première pour moi. Depuis l'époque entourant la grève, il y a une seule chose, moi, que j'ai vraiment eu de la misère à comprendre, c'est le processus d'affectation de fonds vers le fonds d'immobilisation, qui me semble être ce que je vais appeler la variable d'écart dans l'équation pour que ça arrive à zéro. C'est très facile d'envoyer des fonds là, puis je ne suis pas certain. En fait, personnellement, puis c'est peut-être trop compliqué pour moi, je n'ai jamais compris le processus de clarté puis de pertinence des fonds qui sont alloués. Et j'espère que quelqu'un qui le comprend au conseil d'administration, puis qui approuve, qui dit, OK, ça a de l'allure, ces choses-là. J'aimerais ça être rasséréné de cette chose-là. Si vous êtes capable de me dire, c'est un de mes buts aujourd'hui, c'est de me faire dire que c'est bien administré, puis qu'on a mis de l'argent pour les bonnes raisons. J'ai terminé ma question, merci. Est-ce que Louis-Philippe, tu veux répondre? Je ne sais pas si tu veux que je réponde. Ben, on peut toujours me corriger, là, mais je vais donner ma compréhension parce que moi, j'avoue que bon, Stéphane Chrétien a mentionné le comité d'appel à la rémunération. Puis là, je vais juste compléter que le comité du SPUR sur les finances de l'Université Laval, on commence, c'est quand même un gros chantier. Puis l'idée, c'est ultimement d'outiller les gens pour que tout le monde réalise, sans nécessairement que tout le monde comprenne. Parce que pour moi, le mot comprendre, c'est lourd de sens, ça, mais que tout le monde réalise que les choix qui sont faits, les choix budgétaires qui sont faits, ça a une importance épouvantable, puis ils s'en saisissent de l'importance des budgets. Donc, c'est Jean Ruel qui est à la tête, Louis-Philippe Sirois en fait partie, puis Yves Tremblay aussi. Puis là, je recule dans le temps de la négo, on s'était fait dire, bien, vous l'avez peut-être entendu aux nouvelles à un moment donné, on aimerait bien ça, payer nos profs, mais on n'a pas les moyens. Puis là, on regarde, puis il y a des virements qui sont faits du fonds de fonctionnement vers le fonds des immobilisations année après année. C'est quand même un peu insultant de. Je ne sais pas, c'est comme si on m'avait dit, mes parents, je ne peux pas t'acheter une nouvelle paire de pantalons, je n'ai pas les moyens, mais pendant ce temps-là, on change d'auto à tous les ans pour une Lamborghini. J'aurais peut-être eu des doutes. Bon, là, la comparaison est boiteuse, mais pour en revenir à ça, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'au niveau du budget, oui, il y a un élément, en tout cas, on ne veut pas présenter un budget déficitaire. Puis ça, souvent, quand on parle du budget, on parle strictement du fonds de fonctionnement, puis c'est ce fonds-là qui doit servir, Marie-Claude en parlait, là, pour réaliser la mission fondamentale de l'université, qui est l'enseignement et la recherche. Fait que là, on présente un budget d'équilibre, on ne veut juste pas être dans le négatif, parce que comme université, on veut garder notre autonomie, ça, j'en conviens, ça va très bien.
Puis là, après ça, ben, comme il y en a qui l'ont mentionné, on y va prudent. C'est Stéphane qui le mentionnait. On sous-estime les revenus, on surestime les dépenses, on arrive à zéro, on est bon élève. Là, l'année se passe. Puis, de ce que j'ai compris, c'est qu'un peu avant la fin de l'année, là, on détermine déjà ce qu'on va pouvoir envoyer vers le fonds des immobilisations parce que c'est juste ça qu'on peut faire. Parce que si on le laisse dans le fonds de fonctionnement, le gouvernement va venir le chercher. Fait que là, bon, on le protège. Ça, je ne suis pas contre le principe de si on se rend compte qu'on a de l'argent dans l'excédent puis que le gouvernement nous le permet, bien, on va le protéger, on va l'envoyer dans le fonds des immobilisations. Mais moi, mon point à moi, là, sur une base personnelle, bien, si ces fonds-là, on me les avait donnés pour fonctionner, même si temporairement, on les met dans le coffre-fort, il me semble que quand on les ressort de là, ils devraient servir à fonctionner. Là, ce n'est pas parfait parce que ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'il y a une partie de la subvention du ministère qui est étiquetée fonctionnement, l'autre qui est étiquetée immobilisation. Puis là, l'étiquetage n'est peut-être pas parfait, ça fait qu'il y a une réallocation qui est à faire. Mais il reste que, hormis ce mauvais alignement-là, il me semble que des sous qui doivent servir à fonctionner devraient servir à fonctionner. Bien, si je peux, en fait, merci de ne pas avoir répondu à ma question, mais ça vient justement de me confirmer que fondamentalement, il y a une notion d'équité intergénérationnelle. Si une année dans le budget d'opération, on transfère ça dans le fonds d'amortissement, je n'ai pas de problème si on dit c'est parce qu'à chaque année, il faut amortir des dépenses pour un immeuble, puis ça prend 25 ans, il faut donc à chaque année mettre de l'argent de côté. Si c'est ça, puis qu'on me l'explique, je peux vivre avec ça. Mais si on ne le fait pas, puis on pénalise une génération d'étudiants ou de professeurs ou de chercheurs, théoriquement, pour aller faire bénéficier celle dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 25 ans, sans que ça soit clair, c'est qu'il y a un choix qui a été fait, qui a été mal expliqué, puis à la limite, il y a une génération de payeurs de taxes ou de professeurs ou d'étudiants ou de tout ce monde-là qui a été floué un petit peu. Mon point dans ça, c'est que ça devrait être éclairci par celui qui fait l'affectation de fonds vers le fonds d'amortissement. Et c'est ça dont je n'ai pas été convaincu que c'était fait avec un degré de compréhension. Et si c'est confidentiel, je n'ai pas de problème que ce soit le conseil d'administration ou un sous-comité réduit, mais on ne m'a pas prouvé à date que c'était fait d'une façon qui vous satisfait, vous, au syndicat, ou qui satisfait, en théorie, le ministère qui devrait voir à la bonne administration de ces fonds. Puis techniquement, ou en théorie, moi, comme payeur de taxes, j'aimerais ça savoir que les fonds qui vont à l'université, ce n'est pas juste pour financer un futur building, pour faire plaisir à un futur donateur. Puis si je fais de la fabulation, c'est correct. Je repasse le micro. Les transferts-là sont transmis aussi au gouvernement dans les documents financiers, donc le gouvernement doit le savoir. C'est tout permis, entre guillemets. Là. Cette notion d'équité intergénérationnelle, Si je peux me permettre juste d'apporter encore une fois des précisions, mais comprenez-moi, encore une fois, Louis-Philippe Sirois, donc Oui, c'est un des. c'est là que ça joue. Donc, Avec je suis Daniel, d'accord que on a des experts dans la table. ça reste, tout à fait, c'est vrai que c'est le fonds d'immobilisation qui est comme l'éléphant dans la pièce, là, parlons-en. Mais en fait, le point dont Claire a parlé est également intéressant parce que ça reste aussi, c'est un levier pour l'université. Donc, dans un point de vue de bien-être collectif, c'est aussi de façon de remiser des fonds. La question, c'est est-ce qu'on en remise trop? Encore, juste pour revenir sur la précision que je voulais apporter, ça rebondit sur la différence entre ce que sont les dépenses présentées dans le budget versus les dépenses présentées aux états financiers final, vérifiés. La majeure partie de cette différence-là provient exclusivement de comment sont traitées les dépenses propres aux immobilisations. Donc, il faut comprendre que le virement qui est fait, il faut comprendre que près de 60 millions, la quasi-totalité dans certaines années, est essentiellement va devoir être faite entre le fonds du fonctionnement vers les IMO. La logique pourrait être, bien, ça prend effectivement des IMO pour fonctionner, donc ce n'est pas tout à fait anodin. C'est dans le point de vue comptable, la façon que le gouvernement choisit de traiter les règles comptables, c'est imposé. Donc, ce n'est pas un choix a posteriori ou en prévision de remiser de l'argent de côté. À la base, les dépenses relatives à l'immobilisation, ce qui inclut notamment à peu près 20 millions de la bibliothèque, ce qui inclut à peu près 20 millions en TI, vont apparaître dans les états financiers sous la rubrique dépenses d'immobilisation, mais le revenu pour le faire va provenir d'un virement du fonds de fonctionnement. Dans le budget, ce n'est pas présenté comme ça. Dans les états financiers, c'est présenté comme ça. Donc, nous, à la fin de l'année, quand on constate ça, on dit « Ah, ben c'est de l'argent qui a été pris du fonctionnement pour aller aux IMO, mais il faut comprendre que c'est ce qui doit être fait. »
Oui, oui. Mais j'espère que quelqu'un, justement, qui regarde comment ça coûte chaque année pour remplacer, que ce soit des immobilisations en infrastructure matérielle ou informatique, ou à la limite, on parle de. Je veux dire, je comprends qu'il faut remplacer des toits, il faut remplacer des buildings, il faut peut-être remplacer des canalisations électriques ou informatiques. Tant qu'il y a quelqu'un qui le compte et qui me dit c'est normal de mettre de l'argent, je peux vivre avec ça s'il y a quelqu'un d'intelligent qui a été planifié ça. On ne m'a pas convaincu à date, c'est que ça a été bien expliqué à ceux qui doivent approuver le budget. Puis j'aimerais ça que vous me confirmiez que oui, c'était vu par quelqu'un. Ben, à ce stade-ci, je ne peux pas. Ça fait partie des demandes que l'on a. Une partie de ce détail-là est dans le CIFUL, là, je m'oublie le. CIFUL, oui. Peu importe. Le détail des virements sont détaillés là. Donc, on peut voir ça portait sur quoi. Ce que fait le comité, on se penche. Donc, ça, je pense que c'est la piste. En fait, je ne suis pas contre, je suis tout à fait d'accord. Ça fait partie de notre devoir de gouvernance, justement, de challenger sur ces questions-là. Mais maintenant, on commence à avoir un peu plus de regard sur en quoi ça consiste pour poser des questions plus ciblées. Donc, ce n'est pas tout le virement tout azimut qui doit être remis en question. C'est plus dans la nuance, malheureusement. Je suis content, c'est plate des fois les nuances, mais c'est ça. Et on a le détail, et il y en a là-dedans qui sont des réserves qui ne sont pas utilisées. Celles-ci doivent justement être challengées. Il y a peut-être des dépenses relatives au fonctionnement des IMO qui sont tributaires d'investissements passés qui ont peut-être été exagérés. Ça aussi, il faut que ça soit challengé. À la rigueur, là, je réfléchis à voix haute, quand on dit qu'au niveau du CU, peut-être que le comité budgétaire pourrait présenter, il y a un comité sur les investissements d'IMO. Dans le processus budgétaire, il y a un comité qui se penche sur ça. C'est peut-être le comité qui mériterait de venir présenter leur plan et non pas que ce soit filtré au conseil d'administration, parce que c'est pas qu'on veut remettre en question, on veut juste comprendre. Puis ce comité-là, effectivement, c'est peut-être celui qui a le plus de poids. Donc, il y a un comité pour justement les budgets d'immobilisation, pour qu'on sache qu'est-ce qu'il y Qui est en a. formé de qui, est-ce que tu le sais? Non, je suis En passant, il est 12h55. C'est prévu terminer à 13h. Donc, Moi, c'est 30 secondes. Moi, je suis nul en chiffres, je suis nul en maths, c'est pour ça que je suis en médecine. Mais ceci étant dit, moi, j'aimerais revenir sur le principe. Puis vous l'avez dit tantôt, l'université doit présenter un budget équilibré. Or, on sait tous que l'ensemble de toutes les facultés vont présenter à un moment donné un budget qui va être déficitaire. Puis c'est ça que j'aime pas. Là, la haute administration arrive, puis te donne ce qu'il faut pour te ramener à zéro, comme une espèce de bonbon moyennant peut-être, OK, d'accord, je te donne ça, puis tu vas me permettre d'aller au parc, là, puis d'aller jouer après ça. Là. Moi, c'est cette portion-là que je trouve qui est sombre, qui n'est pas tellement transparente, puis personnellement que j'aime pas. Et s'il y a quelque chose à changer dans la façon dont les argents sont distribués, je pense qu'au départ, les facultés sont assez adultes. S'il y avait l'ensemble de leur budget pour être capable de fonctionner avec peut-être un petit coussin pour faire des extras, je pense que ça irait pas mal mieux sur notre campus. Mais c'est une question qui peut être posée au moment de l'approbation du budget. Est-ce que les doyens pensent Ben, l'année passée, on a essayé de la poser, hein? Mais tu as vu ce que ça a fait? Linda? Oui. Juste peut-être, Claire, pour finir sur une note peut-être un peu plus, dire qu'on a quand même des moyens. Il y a des collègues dans notre faculté, dans un autre département, qui ont refusé de voter leur charge de travail parce que leur responsable du R n'avait pas présenté les budgets. Ils lui ont carrément dit, quand tu nous présenteras les budgets, on acceptera la charge de travail. Fait qu'il n'a pas été capable de présenter sa charge de travail tant qu'il n'a pas présenté les budgets. Fait qu'on a des mécanismes qu'il faut s'approprier, puis là, on les connaît mal, on les utilise mal. Merci, Linda. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Il y a quelqu'un qui a levé la main? Oui, donc nommez-vous, s'il vous plaît. Laurent Bourdeau, géographie. Merci pour les éclairages, mais j'apprends puis j'apprends pas parce que j'ai une crise existentielle. Parce que en fait, je me demande si je ne veux pas choquer mes collègues de comptabilité puis de finance, mais est-ce que c'est utile? Je comprends très bien, là. Est-ce que c'est utile les états financiers et un budget? Parce que quand je me promène, je vois venir les mauvaises journées à l'université. Je viens à l'université, mettons le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, puis j'ai l'impression que je prends toujours les mauvais corridors. Il n'y a jamais personne dans mes corridors. Puis je me promène, je regarde les grues à l'université, puis j'ai commencé
à organiser des visites touristiques avec des payeurs de taxes, puis on regarde, puis ils me posent des questions, vous n'avez pas des budgets, etc. Parce que pourquoi vous faites ça? Je n'ai pas toujours l'explication, puis j'ai un peu le stress de l'Université Laurentienne où il y avait des budgets, puis il y avait des états financiers. En fait, mon interrogation, c'est vraiment la gouvernance qui m'apparaît beaucoup plus important. Je ne veux pas réduire le rôle des états financiers puis des budgets, mais là, on s'en va, sauf erreur, vers une concentration des pouvoirs. C'est ce que je vois, puis il n'y a pas de contrepoids. Fait que, c'est plus le type de gouvernance que les budgets. Puis là, je ne dis pas que les comités sont inutiles, là, absolument pas. Mais c'est parce que là, on va justifier, on va avoir, je ne sais pas combien de bâtiments, puis on a toujours, c'est des grands chantiers, puis des missions, puis etc. Mais je suis toujours tout seul quand je viens de l'université, puis on me dit, on ne te voit pas, je sais, je ne prends pas les bons corridors. Puis ça, c'est un problème parce que dans les états financiers, c'est parce que ça peut être relié de se poser la question, puis dans les budgets, en quoi c'est relié avec la mission d'enseignement puis de recherche? Point à la ligne, est-ce qu'on se pose cette question-là? Parce que, puis là, même si, je pense, Daniel, tu en as parlé tout à l'heure, ce n'est pas à l'audit d'être responsable, etc., mais comment on peut s'assurer de tout ça? Parce qu'on a-tu besoin de tout ça? C'est ça que je me demande. Pas juste, entre autres, dans l'immobilier. Est-ce que c'est notre mission? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Mais Laurent, c'est une bonne question, je pense, pour fermer la séance d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Claire, Daniel et moi, quand on s'est rencontrés, on n'a pas décidé de venir vous présenter le budget de l'université. On s'est dit, il faut que les gens comprennent qu'au-delà des états financiers, au-delà du budget, c'est le processus de gouvernance qui est autour de ça et quels sont les leviers qu'on a à notre disposition pour s'assurer que la gestion financière de l'université soit bien faite. C'était ça notre objectif aujourd'hui. Les états financiers, ce n'est pas une fin en soi. C'est d'atteindre nos objectifs pour la mission de l'université qui est la fin. Alors, il faut s'assurer qu'on utilise les leviers qu'on a en gouvernance. On en a, tu sais, pas une tonne. Il faut comprendre que pour une organisation qui est aussi grande que l'Université Laval, ça prend une équipe de direction. Mais après ça, la gouvernance autour de cette équipe de direction-là fait qu'elle doit rendre des comptes. Le comité est très pertinent, extrêmement pertinent. On l'a vu pendant la grève, Claire, quand tu l'as dit, on va le vérifier. C'est quoi la capacité de payer de l'université? Vous vous êtes assis, vous dites, ça ne marche pas. Mais là, le comité, il est important pour ça, pour dire, t'as peur, là, on voit ça, nous autres, puis on voit ça, puis que les gens aient à se justifier. Ça a marché durant la grève, quand tu l'as sorti. Ben, il faut continuer dans la même voie. Daniel, veux-tu rajouter un petit Non, merci, effectivement, Linda? ce que Marie-Claude a dit, en fond, la gouvernance. Ce sont des outils qui doivent être utilisés par les instruments de gouvernance. On parle de CA et dans la gestion. Donc, Mais dans l'unité, Linda me disait, tu refuses de voter ta charge de travail parce que tu n'as pas ton budget pour ton unité, c'est la base de tout. Parce que moi, fondamentalement, en tout cas, en tant que trésorière, là, je vais revenir à beaucoup plus petite échelle au syndicat. Je veux dire, il y a un budget, puis moi, je me rappellerai toujours le premier commentaire que j'ai eu quand j'ai entamé mon mandat. Maurice Gosselin m'avait dit, ça, on donne la permission de dépenser. Le temps que je n'ai pas ça, je n'ai pas la permission. Mais avec ça, quand on regarde un budget, mais il y a des explications où va l'argent, ça va servir à quoi. Puis moi, en tout cas, en tant que trésorière, ce que je vois, c'est que les gens peuvent poser toutes les questions qu'on veut sur les budgets, puis je suis là pour en répondre. Puis à la fin, quand les états financiers sont faits, ben là, je sais que ceux de l'Université Laval ne sont pas faits comme ça, mais je trouve ça intéressant, moi, de comparer ce que j'avais prévu versus ce qui s'est passé. Ça m'informe pour la suite des choses aussi. Puis au-delà des chiffres, c'est ce que ces chiffres-là ont permis ou pas permis de faire. Parce qu'ultimement, même si on ne comprend pas les chiffres, comme Marie-Claude et Daniel l'ont dit, puis il y a eu plein de commentaires dans la salle, c'est en quoi ça nous a permis d'atteindre les objectifs qu'on s'était donnés. Moi, mettons que tous mes chiffres seraient bien beaux, mais on n'a pas défendu les intérêts des membres. Bien, comme syndicat, on est passé complètement à côté de notre mission. Puis à l'université, mais là, la question se pose, est-ce que tout est mis en place pour qu'on accomplisse notre mission d'enseignement et de recherche correctement? Ça c'était, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais c'était le 4e midi débat. En tout cas, c'est l'appellation qui avait été consacrée dès le départ, dès le lancement de la série de 4. Il y en avait un premier sur l'intelligence artificielle, il y en a eu un autre sur le
concept de participation au niveau de l'université. Il y en a eu un sur l'université complète. C'est le dernier où on a parlé de budget et de gouvernance d'un point de vue plus financier. Mais au-delà de ça, je tiens à le répéter, c'est vraiment en quoi on se sert des ressources financières qu'on a pour atteindre des objectifs qu'on vise. Alors ça, c'est le dernier, c'est le quatrième. Les 4 sont déjà ou seront bientôt disponibles pour réécouter pour ceux qui sont en train de nous écouter en ligne ou en personne ou pour écouter en différé pour ceux qui ne nous écoutent pas déjà. Fait que je vous remercie. Je pense que c'est un beau leg qu'on laisse pour ceux qui suivront après nous, parce que dans chacun de ces éléments-là, je pense qu'on a fait état de principes au-delà d'enjeux très actuels. Puis, comme on le sait, des fois, malheureusement, l'histoire se répète. Alors, peut-être que nos enfants collectivement et nos petits-enfants écouteront ça puis ils se diront, bon, finalement, c'est l'histoire qui se répète à l'Université Laval en espérant que les choses s'améliorent d'ici là. Merci encore, puis bonne fin de journée. On va répondre à quelques questions.